Alors, la thématique, c'est les implications de la cérémonie à laquelle nous venons d'assister sur la présidentielle de 2025. Alors, vous allez noter que pour venir à cette communication, j'ai mis mon avis des grands jours. Né en Konsamba, nous on savait que quand tu mets le nœud papillon, cela veut dire que tu es sapé. Ça veut dire que tu vas à la fête. Et justement, je voudrais donc, à partir de ma tenue, vous dire que la fête a commencé. Alors, parce que cette cérémonie, chers amis politiques, chers participants, va consolider définitivement la participation assurée du professeur Maurice Kamto à la présidentielle 2025. Alors, pourquoi je le dis? Parce que tout le débat qui est nourri aujourd'hui tourne autour de la compréhension de l'article 121 du Code électoral. Et pour que les choses soient suffisamment claires, vraiment vous m'avez imparti un temps assez... Mais je crois que cette communication, laissez-moi un peu dérouler, s'il vous plaît. L'article 121 dit ceci. Les candidats peuvent être, 2 points. Ça c'est l'alinéa 1. Les candidats peuvent être, 2 points. Petit 1, soit investi par un parti politique, et il n'y a plus de précision, soit investi par un parti politique, soit indépendant, à condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membres du Parlement, soit de conseiller régional, d'une chambre consulaire, de conseil municipal ou de chef traditionnel de premier degré. Alinéa 2, c'est alinéa 2 qui fait problème. Le candidat investi par un parti politique non représenté, notez bien, par un parti politique non représenté. Le texte ne parle pas d'élu, même si quelque part on peut assimiler la représentation avec l'élu. Je vais y arriver. Donc, le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, applicables aux candidats indépendants. Voilà l'article 121. Et donc, de contenu que je viens de décliner, il y a donc 2 modalités d'investiture. Il y a la candidature indépendante. Elle ne nous intéresse pas, même si elle est accessible. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire comment c'est accessible. Et la deuxième modalité, c'est l'investiture par un parti politique. Et cette modalité-là appelle 3 alternatives. Soit on est investi, soit le professeur Kamto est investi par un parti de l'alliance qui porte sa candidature, l'APC, ayant déjà des militants depuis 2020, et le moment venu. Je crois que pour l'instant, cela rentre dans le cadre des stratégies. Mais j'ai la certitude qu'au sein de l'APC, il y a des partis qui avaient pris part à l'élection 2020 et qui ont des élus depuis 2020. Le PN appréciera l'opportunité, le moyen par lequel il va se présenter. Deuxième alternative, il peut être présenté par un autre parti hors de l'APC, ayant également des élus depuis 2020. Et à cet égard, nous avons vu les offres de quelques partis, notamment dans la Léquier, n'est-ce pas, qui nous ont tendu la main. Les plénipotentiaires sauront s'il faut saisir cette main ou pas. Mais c'est une deuxième alternative. Troisième alternative, il peut être investi par le FCC ou par le MRC. Et c'est cette dernière déclaration qui est le problème. Mais je peux vous dire que cette cérémonie a résolu définitivement cette polémique-là. Au cœur du débat, il y a la question de la notion de parti représenté. La notion. Et nulle part dans le code électoral, j'ai lancé le défi à l'échelle nationale. J'ai dit, apportez-moi le texte qui définit la représentation au sens du code électoral. Il n'y en a pas. Et dans ces conditions, il faut rechercher dans l'ensemble de l'arsenal juridique national pour retrouver des repères qui nous permettent de nous situer. Et le seul repère valable, c'est l'article 15 de la Constitution. Et cet article 15 dispose, vraiment, excusez-moi, alinéa 2, je laisse l'alinéa 1. Chaque député représente l'ensemble de la nation.
Alinéa 3, tout mandat impératif est nul. Voilà l'article 15 de la Constitution. Alors, deux questions se posent maintenant. Alors, est-ce que cet article 15, qui fonde le sens que nous donnons à la représentation, est applicable aux conseillers municipaux? Puisque c'est un texte qui a été élaboré pour les députés. Ça, c'est une question qui vient. Et que les gens me posent. Nous aurons la réponse là maintenant. La deuxième question, c'est quelle est l'incidence de cette cérémonie sur la candidature que le professeur Camteau pourrait présenter par le FCC ou le MRC? Voilà donc les deux questions qui vont donc constituer la charpente de mon déroulement. Sur le premier point, l'applicabilité de l'article 15 de la Constitution aux conseillers municipaux. Autrement dit, est-ce qu'on peut entendre la représentation en référence aux conseils municipaux alors que le texte a été rédigé pour les députés? Alors, comme je l'ai dit, il n'y a dans le code électoral aucune disposition qui précise le sens de la représentation tel que voulu par le code électoral. Et donc, le droit c'est un art, c'est une science. Et lorsqu'il y a un vide juridique, il y a des techniques qui permettent d'arriver à la solution. Et parmi ces techniques-là, il y a ce qu'on appelle le raisonnement par analogie. L'analogie en droit, c'est quoi? C'est un mécanisme de raisonnement en droit qui permet d'étendre une règle clairement posée à une situation à une autre qui lui est analogue. Or, au cœur de la disposition qui est posée pour les députés, mais est transposable au cas des maires. C'est ça la technique de l'analogie. Et surtout, il faut noter que l'article 15 parle en des termes suffisamment généraux. Et quand je prends notamment l'alinéa 3, on dit tout mandat impératif est nul. Mais le tout, cela donc s'applique à tout mandat électif, sans exclusive. Et dans tous les cas, quand je le dis, ce n'est pas... Je le dis peut-être scientifiquement d'abord, mais on doit également s'appuyer sur la jurisprudence nationale. Et notre contexte politique nous présente des cas de jurisprudence. Le 22 septembre 2014, allez taper dans les réseaux, les journalistes qui sont là, ça. Madame Élise Henriette Mboula, épouse Essamé, maire de Konsamba 3e, est exclue du RDPC. Maire de Konsamba 3e en 2014. Elle est exclue parce que elle est allée constituer un groupe pour être élue alors que le RDPC avait donné des consignes pour l'élection d'un autre. Énervé donc, le conseil de discipline du RDPC l'a exclue, mais étant donné qu'elle avait reçu le vote du conseil municipal, elle est restée en poste jusqu'en 2020. Madame Essamé, maire de Konsamba 3e. Et Monsieur René Emmanuel Sadi, alors ministre de l'administration territoriale, membre du comité central du RDPC, avait été interrogé sur le sort de Madame Essamé par rapport à son mandat de maire. Et que dit monsieur René Emmanuel Sadi? Il dit, en dépit de la sanction qui lui a été infligée, Madame Élise Henriette Essamé demeure maire de Konsamba 3e, département du Mungo, sauf si le conseil municipal venait à décider autrement. Deuxième hypothèse, le 6 novembre 2024, M. Nyan Cyril, maire de la commune de Bafoussam 1er, démissionne du STF et rallie le RDPC. Je crois que jusqu'à ce moment où nous parlons, il siège bien comme maire à la commune de Bafoussam 1er. Alors, nous parlons là des contemporains, qu'il s'agisse de René Emmanuel Sadi, de Nyan Cyril, de Madame Essamé. Ils sont là. C'est des cas que l'on peut vérifier, même si les écrits n'existent pas. Vous pouvez les interroger, si vous le voulez, pour demander si ces faits sont vrais. En tout cas, vous voyez donc que, à partir de ces exemples-là, il ne fait point de doute
que l'article 15 de la Constitution s'applique aussi aux conseillers municipaux. Parce que le seul fondement qui a pu permettre qu'ils se maintiennent en fonction, ayant été exclus par leur parti, c'est bien la conséquence de l'interdiction du mandat impératif, qui a été énoncé avec l'adverbe tout. Tout mandat, qu'il soit donc parlementaire ou municipal. Alors, cette compréhension entraîne donc quelques conséquences sur la candidature de Maurice Kamto. Alors, sur le cas de la candidature du professeur Kamto, nous avons lu l'article 121 qui commence par dire à l'alinéa 1, tout candidat peut être investi, premier tiré, par un parti politique, sans condition. Et donc, il n'y a donc pas d'objection, si on devrait rester au niveau de l'alinéa premier, que le FCC ou le MRC puisse investir le professeur Kamto. Si on s'arrêtait uniquement là, parce qu'il s'agit des partis légalisés. Donc personne ne peut leur contester ce statut-là. Là où il y a problème, c'est l'alinéa 2 de l'article 121. Et donc, cet alinéa 2 ne parle même pas de partis représentés, mais exclut la possibilité d'une investiture directe pour les partis non représentés. Et la compréhension de cet article va solliciter encore une autre technique juridique de raisonnement, qu'on appelle le raisonnement a contrario. Ça veut dire que lorsqu'une règle est formulée sous la forme négative, ça veut dire que c'est le contraire qui s'applique. Comme pour dire qu'en imposant aux partis politiques non représentés de passer par la voie de 300 signatures, cet alinéa 2 voulait dire que les partis représentés peuvent donc investir directement. C'est encore du droit. Raisonnement a contrario. C'est pas du folklore, c'est pas c'est du droit, c'est un art, c'est une science. Et donc, le problème qui va donc se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par parti représenté? Alors, comme je l'ai dit, il y a une absence complète de définition dans le code électoral. Mais, alors si on devrait aller vers l'article 15, nous allons voir les conséquences qui vont en découler. Mais pour nous, nous avons voulu, l'interprétation que je donne dans les communications que je fais depuis, c'est une interprétation de compromis. Parce que, il faut bien comprendre que cet alinéa 2 intervient en 2012. En 2011, il y a eu la dernière présidentielle. Et à l'occasion de cette dernière présidentielle, où on exigeait des partis, aucune condition, tout parti pouvait présenter un candidat. Mais pour l'élection de 2011, il y a 59 candidats. Et dans les exposés des motifs, on voit très bien qu'il est question de resserrer un tout petit peu. Les candidatures indépendantes sont assez lourdes. C'est pas facile. Et surtout avec la discipline qui caractérise le RDPC qui est majoritaire dans toutes ces assemblées. Ce n'est pas facile. Et donc, si la caution constitue déjà le premier obstacle, au niveau législatif, on a voulu situer un deuxième obstacle pour ne permettre d'ouvrir l'ambition présidentielle qu'aux partis jouissant d'une certaine crédibilité, d'une certaine assise populaire. Et c'est de là donc qu'est venu cet alinéa 2 qui vise donc un peu à éviter les aventuriers. Alors, si l'on se situe donc dans cette perspective, on doit comprendre la représentation dans son sens juridique classique et dans son sens en français tel que nous le connaissons. Or, nous sommes tous membres des réunions ici. Quand nous disons à quelqu'un d'aller nous représenter, c'est qui? Représenter en français ordinaire et qui est la même définition en droit. Mais c'est siéger, figurer, parler au nom de quelqu'un ou défendre ses intérêts en son absence. Il s'agit de porter le flambeau de quelqu'un qui n'est pas là, de défendre les intérêts de quelqu'un qui n'est pas là. Alors, et pour ce qui est des partis politiques, quoiqu'étant des personnes morales, comme toutes les autres personnes morales, mais les partis politiques sont des entités immatérielles, des entités incorporelles, elles n'ont pas de corps. Et ce qui veut dire que si on dit qu'un parti est représenté, cela suppose qu'il a des personnes qui siègent en ces lieux et places. Et ces personnes sont naturellement des militants dans le contexte des partis politiques. Pour les sociétés, c'est leur représentant, le directeur général ici.
pour les partis, il faut avoir quelqu'un qui siège en terrain. Alors, si nous considérons donc qu'un parti politique, que représenter, c'est défendre les intérêts, vous comprenez que c'est une absurdité que l'on dise aujourd'hui que l'honorable Jean-Michel Nietzsche représente le STF avec lequel il est en conflit. Est-ce que vous pouvez demander à votre adversaire d'aller vous représenter à la réunion? Est-ce que c'est possible? Vous ne donnez votre mandat qu'à quelqu'un de confiance. Or, quelqu'un qui a été exclu, on dit que lui, il représente. Est-ce que ça fait sens? Ça ne fait pas sens. Donc, il y a une impossibilité, n'est-ce pas, pour un parti qui a été exclu ou qui est démissionnaire de représenter son ancien parti. Et la conséquence aussi que c'est quoi? Un parti qui était représenté jusque-là peut cesser d'être représenté si tous ces élus démissionnent. Supposez que Jean-Michel Nietzsche soit le seul député du SDF et qu'il soit exclu. Le SDF est présent au Parlement comment? Par qui? Alors qu'il n'y a aucun militant, aucun député. C'est la conséquence naturelle du sens que l'on peut donner au mot représenté tel qu'il est compris en droit et dans la vie courante. Alors donc, l'autre conséquence c'est que quoi? C'est que la représentation est dynamique. Elle n'est pas figée. Parce que le jour où l'élu entre dans l'Assemblée, il porte l'étendard du parti qu'il a investi. Et pendant toute la période où il va siéger pour le compte de ce parti, il le représente. Mais le jour où il est exclu, où il démissionne, la représentation change et peut donc être maintenant portée sur une autre formation politique. Et donc, si l'on comprend la représentation ainsi, il va de soi que le FCC est représenté. Parce que pendant que l'Assemblée nationale siège, il y a quelqu'un qui porte sa voix, en la personne de Jean-Michel Nietzsche. Il est évident que le MRC est désormais représenté dans les conseils municipaux. Parce qu'au regard de la jurisprudence que je viens de citer, au regard du sort qui sera le vôtre, vous n'allez pas être chassé de la mairie. Vous allez continuer à y siéger. Et au sens de la représentation, vous portez l'étendard du MRC. Et le MRC est donc représenté. Mais nos adversaires politiques, et je vais terminer par là, essayent de donner à la représentation un autre sens. Concédons le leur. Jouons dans leur camp. Alors, ils considèrent la représentation comme quoi? Ils disent qu'un parti représenté, c'est celui qui a présenté des candidats à l'élection et qui a eu des élus. Autrement dit, pour eux, un parti qui a boycotté ne peut jamais être représenté. Alors, la conséquence de cette acception, tirons-la sur toute la ligne. Alors, si on prend la représentation dans ce sens, il va de soi qu'au moment où Jean-Michel Nietzsche est député, il est investi par le SDF. Donc le FCC n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Le MRC, pour avoir boycotté les élections, ne peut pas être représenté. Mais, notez déjà que la définition qui est donnée ainsi de la représentation par nos adversaires politiques considère quand même les partis qui n'ont eu des élus qu'à la suite d'une nomination, notamment le cas des sénateurs que le chef de l'État a nommé au Sénat. Parce que quand il publie la liste, vous allez voir qu'il y a des partis là-dedans qui, n'ayant pas eu des élus dans l'élection, ont quand même eu des sénateurs par la voie de la nomination. Fragilisation déjà de leur définition de la représentation. Mais dans tous les cas, cet alinéa 2 qui parle de représenter, si on devait l'interpréter au sens du RDPC, ben, serait une disposition anticonstitutionnelle. Parce que, du fait que le législateur n'a pas défini la notion de parti représenté, on remonte à l'article 15. Et nous avons dit, l'article 15 dit quoi? Tout député, le député représente l'ensemble de la nation. Un élu ne représente donc pas un parti. Un élu ne représente pas un courant. Il représente l'ensemble de la nation. Et à partir du moment où le texte fondamental l'a dit, aucune loi dans un régime démocratique
qui consacre la hiérarchie des normes juridiques, ne saurait admettre l'application d'une loi qui viole la Constitution. C'est vrai. Au moment où nous disons, nous constatons que cette loi est anticonstitutionnelle. Et on nous interpelle, on dit, mais vous, juristes, vous aurez pu agir. Mais le contrôle de constitutionnalité par voie d'action au Cameroun est verrouillé. Quand je parle du contrôle de constitutionnalité par voie d'action, cela veut dire la possibilité qu'a un citoyen d'attaquer une loi au lendemain de sa promulgation par le chef de l'État. En l'état actuel, il n'y a que le chef de l'État qui peut demander une seconde lecture, c'est-à-dire avant la promulgation. Il n'y a que le président du Sénat, il n'y a que le président de l'Assemblée nationale, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. Donc c'est verrouillé. Cependant, alors, si donc on comprend la représentation ainsi et que le professeur Kanto se fasse donc investi par le FCC ou par le MRC, il va de soi qu'Aélé Kamba a rejeté sa candidature. Mais ce rejet ne doit pas nous inquiéter. Je dis bien, le rejet de la candidature à ce niveau ne doit pas nous inquiéter. Parce que le résultat que nous espérons va être obtenu devant. En réalité, lorsqu'Aélé Kamba rejette une candidature, il y a le droit de recours devant le Conseil constitutionnel. Et c'est intéressant, parce que le Conseil constitutionnel est la juridiction compétente pour assurer le contrôle de constitutionnalité des lois. Si nos textes interdisent le contrôle de constitutionnalité par voie d'action, il admet par contre le contrôle de constitutionnalité par voie d'exception. Cela veut dire qu'un individu, un parti politique, qui est victime d'une loi anticonstitutionnelle, qui lui fait grief, à l'occasion du recours devant le Conseil constitutionnel, peut poser comme question préalable celle de la constitutionnalité du texte qui lui fait grief. Or, Aélé Kamba, en rejetant la candidature du professeur Kanto, va vous donner le fondement. Il va dire le MRC n'est pas représenté parce qu'à son sens, la représentation signifie avoir présenté des candidats et avoir obtenu des députés. Une fois que la constitutionnalité est constituée, parce qu'on va opposer cet alinéa 2 avec l'article 15, qui ne permet pas, donc qui ne permet pas à un élu de représenter un parti. Et donc, la conséquence c'est quoi? C'est que cela nous oblige à remonter à l'alinéa premier, parce que l'article 2 est neutralisé. Et si l'alinéa premier doit refaire surface, il va de soi que tout parti investit sans avoir besoin d'aucune quelconque condition. Donc voilà, chers amis, le résultat auquel nous aboutissons. Comme pour dire que cette cérémonie est importante, parce que, quelle que soit l'hypothèse, à partir du moment où on a investi, si la candidature est admise d'office, tant mieux. S'ils épousent notre notion de représentation, qui concilie l'esprit de 2012. Mais si on la rejette sur la base de l'alinéa 2, un recours est possible. Le recours en inconstitutionnalité, dont l'aboutissement, c'est l'application de l'article 1 et qui conforte donc la candidature du professeur Kanto. Merci beaucoup.